La consommation du maillot de bain a énormément changé. Une femme, aujourd'hui, elle porte 2 maillots différents dans la journée. Elle le porte en body. Dans la semaine, il faut qu'elle ait 5 maillots différents. Enfin, avant, le maillot, c'était plus... il fallait mettre un maillot parce qu'on était à la plage. Et aujourd'hui, c'est vraiment devenu une pièce de mode, le maillot. Bonjour et bienvenue parmi les Digital Doers, le podcast qui donne la parole aux décideurs de l'écosystème marketing, digital, innovation et expérience client. Depuis 2020, avec mon partenaire, l'événement One-to-One Expérience Client qui se tient en octobre à Biarritz, nous tâchons de vous faire partager les visions et les retours d'expérience des leaders de notre secteur. Aujourd'hui, j'ai le plaisir d'être avec Sonia Mamin, directrice de l'événement. Alors bonjour Sonia, peux-tu nous présenter le One-to-One en quelques mots? Bonjour Cyril. Le One-to-One Expérience Client rassemble en fait la communauté des C-Level pendant 3 jours et à huis clos, à Biarritz en l'occurrence. C'est le rendez-vous des marques qui crée de la valeur avec le digital, le content et la data. Le concept, il est assez simple. C'est des rendez-vous d'affaires que l'on organise entre les prestataires de solutions et les C-Level, accompagnés en plus de ça de moments de networking. Effectivement, le One-to-One est clairement un rendez-vous incontournable. C'est également des keynotes et des conférences d'exception. Oui, tout à fait. Nous avons un contenu de grande qualité avec des speakers triés sur le volet pour aborder tous les sujets d'actualité et partager les retours d'expérience des uns et des autres. Merci Sonia pour cette rapide présentation et pour en savoir plus, comment doit-on faire? Le meilleur moyen, c'est vous vous rendez sur le site internet du One-to-One Biarritz ou vous nous suivez sur notre page LinkedIn. Merci Sonia, à très bientôt à Biarritz et en audio, toujours sans coupure. Derrière chaque marque à succès, il y a souvent un besoin personnel non satisfait, une intuition juste et une audace entrepreneuriale. Créer une marque aujourd'hui, c'est bien plus qu'imaginer de beaux produits, c'est répondre à une attente, parfois intime, souvent universelle, avec sincérité, exigence et vision. Et c'est précisément ce qu'a su faire mon invité du jour, Alexandra Tiljes, fondatrice d'Enja Paris. En 2017, Alexandra se heurte à une frustration bien connue de nombreuses femmes, la difficulté à trouver des maillots de bain à la fois bien coupés, élégants, confortables et respectueux de l'environnement. Forte d'un parcours dans l'univers de la cosmétique, elle décide de se lancer, de dessiner ses propres modèles et d'incarner une nouvelle approche du swimwear, une mode plus consciente, plus ancrée dans le réel, mais sans jamais renoncer à l'esthétique. Depuis Enja Paris s'est imposée comme une marque indépendante, désirable et engagée qui séduit une clientèle fidèle par son style intemporel, ses matières recyclées de qualité, sa fabrication européenne et son discours sincère. Avec aujourd'hui une boutique à Paris, une présence dans de belles enseignes comme le Printemps ou les Galeries Lafayette et un développement maîtrisé, Enja est devenue bien plus qu'une marque de cœur portée par une communauté engagée. Dans cet épisode, nous allons structurer notre échange comme d'habitude autour de 3 grands axes. D'abord, le marché du maillot de bain. Nous poserons les bases d'une analyse du secteur en explorant les grandes évolutions de l'offre et de la demande, les besoins des consommatrices et la façon dont le segment se transforme entre esthétisme et fonctionnalité et engagement. Nous poursuivrons sur la proposition de valeur d'Enja. Nous retracerons l'histoire de la marque, ses fondamentaux, les choix qui construisent son identité et la manière dont elle adresse son marché entre créativité, responsabilité et stratégie long terme. Enfin, la relation client, nous décrirons comment Enja construit un lien fort avec sa communauté, gère l'acquisition, la fidélisation, active intelligemment ses données clients et pilote un CRM adapté à une marque forte, à forte valeur d'engagement. Avec Alexandra, nous allons parler donc entrepreneuriat, conviction, stratégie de marque, mais aussi d'équilibre entre croissance économique et responsabilité. Bref, une conversation à la croisée du digital, du branding et du sens, tout ce qu'on aime ici. Mais avant de commencer, Alexandra, peux-tu te présenter en quelques mots? Bonjour à tous et à toutes. Donc moi, je m'appelle Alexandra Tiljes. Je suis belge d'origine, fille d'une mère sculpteur, c'est très important pour la suite, et d'un père banquier. J'ai toujours vécu en France, mais la nationalité belge, donc je suis un peu entre deux chaises. Je suis ni vraiment française en France, ni vraiment belge en Belgique, ce qui fait un peu une originalité.
T'as fait quoi comme études? J'ai fait des études assez classiques. J'ai fait Dauphine, l'IFM, et puis je me suis lancée dans l'IFM, l'Institut français de la mode. Ouais. L'Institut français de la mode, et je me suis lancée dans les cosmétiques. Pour moi, c'était le combiné d'un domaine assez féminin et en même temps très shark et très chiffre et concurrentiel. Donc j'aimais bien un peu le... Mais quand on fait l'Institut français de la mode, logiquement après on s'oriente plutôt dans le prêt-à-porter ou les choses comme ça, ou vraiment la cosmétique c'est vraiment... Non, il y a vraiment de tout. Et puis il y a pas mal de marques comme L'Oréal qui viennent faire des challenges pour aller trouver de la créativité sur les parfums. C'est vraiment... Non, il y a un peu de tout. C'est très orienté mode. Mais bon, comme je dis, l'univers de la cosmétique aujourd'hui, c'est devenu quand même très lié à la beauté, à la mode, Enfin, voilà. Donc, il y a un peu de tout. Donc, tu commences dans la cosmétique. Je commence dans la cosmétique. On est en quelle année, là ? On est en 2012. On est en 2012. Et pendant 4 ans, je travaille donc chez By Terry, Dior... Et je termine chez Make Up For Ever. Je termine ma carrière de cosmétique chez Make Up For Ever. Qui appartient à L'Oréal, si je dis pas... Non, LVMH. Qui appartient à LVMH. Et l'avantage de Make Up For Ever, c'était que c'était quand même une structure encore petite, familiale, enfin vraiment ambiance sympa. Et en fait, ils nous poussaient énormément à faire de l'intrapreneuriat. Donc je faisais partie d'un groupe de jeunes... Mais attends, tu vas y revenir, mais tu étais sur les produits, sur le marketing, sur la communication, tu faisais quoi? J'ai fait du trade marketing, de l'export, du commercial, du développement produit, voilà, j'ai vraiment touché à tout. Ok. Voilà, de la créa, de l'opérationnel. Je suis très chiffre et en même temps assez créa, j'ai un profil un peu couteau suisse, je touche à tout. Bon, et donc voilà. Tu arrives sur finalement... J'arrive chez Make Up For Ever en chef de produit sur les yeux, où j'ai dû refaire une gamme de fard à paupières de 210 couleurs. Et pour différencier 10 bleus, il faut avoir un bon œil, et c'est ce qui fait aujourd'hui notre force aussi chez Anja, mais j'en parlerai plus tard. Passionnant, en vrai passionnant, parce que avec le directeur artistique, avec Dani qui était toujours là à l'époque, la fondatrice de Make Up For Ever. Et voilà, moi j'étais en charge de développer des nouveaux produits avec toutes ces équipes et rationaliser cette gamme de fard à paupières. Et c'est là où tu parles d'intrapreneuriat En parallèle, exactement, ils ont lancé un groupe de jeunes chefs de produits sur ce thème de l'intrapreneuriat. À l'époque, on était en 2016 et on devait trouver des idées sur où serait Make Up For Ever en 2020. Ça me paraît dinosaure, mais voilà, on devait trouver des idées. Et en fait, ça a développé chez moi une envie de créer mon propre projet. Et c'est de là qu'est née l'idée d'Anja, non? C'est doucement, c'est à cette période-là en tout cas qu'est née Anja en sous-marin pendant 1 an, ouais. Comment tu fais la jonction entre finalement la fin de cette expérience chez Make Up For Ever et Anja? Eh ben, elle a été faite de manière assez fluide. En fait, j'ai commencé à travailler sur le projet donc en sous-marin, et puis un jour je me dis bon, ça y est, en fait on a l'impression qu'en fait quand on se lance c'est le grand plongeon, mais là c'était petit à petit et j'étais déjà quasiment prête. Et j'en ai parlé à ma responsable à l'époque, et qui m'a dit c'est une super idée, en vrai on te soutient. Et du coup j'ai soldé tous mes congés payés, ce qui maintenant en tant qu'employeur je comprends l'avantage de solder les congés payés avant de partir. Mais du coup pour moi c'était génial parce que j'ai soldé tous ces congés payés, donc je faisais du mi-temps. Je venais 2 jours chez Make Up For Ever et pendant 3 jours par semaine je travaillais sur mon projet. Donc ça s'est fait hyper tranquillement. Très naturellement. Avant que tu nous parles du projet d'Anja, qu'est-ce que tu as retenu de toutes ces années dans la cosmétique? Si je te pose la question, c'est pour savoir comment tu vas capitaliser dessus pour la suite de ton aventure entrepreneuriale. Je pense l'importance de la concurrence. Et pendant un petit moment chez Anja, j'ai eu tendance à l'oublier. Je me suis un peu reposée sur mes lauriers. Mais la concurrence et l'analyse de ce que fait les autres dans les cosmétiques, c'est tous les jours sur NPD où en sont les performances mondiales de ma nouvelle crème, c'est vraiment très 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 focus ce qui se passe à l'extérieur, et puis le côté marge et importance d'un BP. En fait, dans les cosmétiques, pareil, tout est très très bien rodé et très bien catégorisé pour qu'en fait ton BP soit
soit rentable, soit vraiment bon. Et j'avoue que nous, à l'époque, on était très, très challengés en tant que chef de produit, de générer des produits qui soient rentables pour la structure. Et chaque produit qui descendait un tout petit peu en dessous de nos critères de rentabilité passait en comité de financement pour être sûr que ce soit un produit qui vaille la peine de lancer, malgré le fait que ce soit un tout petit peu en dessous de la marge. Donc finalement, si je retiens bien, c'est quoi? C'est le contrôle de gestion qui est important? C'est le contrôle de... oui, en soi, dans toute boîte, savoir gérer un PNL, c'est quand même hyper important, surtout quand on est seul aux manettes. Et puis regarder ce qui se passe autour, parce qu'en fait, à être dans sa propre bulle, on se fait un peu dépasser par les événements. Comment te vient cette idée sous-jacente d'Enja, de maillot de bain? Peut-être que d'ailleurs ça s'appelait pas Enja tout de suite. Mais c'est quoi l'événement qui vient provoquer en toi cette réflexion? Il y a un vide de marché là, il va falloir que je fasse quelque chose. Alors il y a eu trois événements. Le premier, c'est une discussion que j'ai eue à un de mes échanges quand j'étais chez Clarins à New York avec un copain qui montait plein de boîtes et qui m'avait dit si un jour... tu veux monter ta boîte, alors que j'étais pas du tout dans cet objectif-là. C'est assez bizarre d'ailleurs comme les choses sont faites. Si tu veux monter ta boîte, cherche quelque chose qui te manque, parce que si ça te manque, ça manque forcément à quelqu'un d'autre. Et c'est vrai que beaucoup de sociétés qui se lancent, en fait, on se dit mais c'est du génie, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Moi aussi, j'arrive pas à faire, je sais pas, les gens qui viennent réparer ton vélo en bas de ta rue au lieu de les emmener chez Decathlon. Enfin bref. Donc il y a eu cet événement-là. Il y a eu un autre événement d'un dîner avec un client de mon mari, entrepreneur, qui me racontait sa vie et toutes ces montagnes russes, mais voilà, tout son quotidien. Et je me suis dit, en vrai, ça a l'air d'être passionnant d'être entrepreneur. Et puis un déjeuner avec un copain où je lui disais, voilà, j'ai envie de monter ma boîte, je pense à ce qui me manque au quotidien. Je trouve que c'est vrai que niveau lingerie, il y a quand même un petit territoire. Et puis on a dévié dans la conversation en se disant mais le maillot, c'est vrai qu'aussi le maillot, à l'époque, il y avait soit des très gros acteurs très chers, soit des plus mass market, des grandes chaînes entre guillemets qui proposaient des maillots de bain pas forcément de qualité. Et quand il y avait un maillot de bain qui était correct dans cette marque un peu plus grande, tout le monde l'avait, il était en rupture et on sentait de l'appétence pour des modèles bien coupés, beaux, un peu mode, qui sortaient un peu juste du côté fonctionnel du maillot de bain. Donc ça, c'est comme ça que naît l'idée. C'est comme ça que naît l'idée de... en fait, c'est vrai que chaque été, je galère à trouver un maillot de bain et quand j'en ai parlé à toutes mes copines, elles avaient le même constat. Donc je me suis dit, il y a un truc. Ok, donc maintenant que tu as l'idée, que tu as compris qu'il y avait une place sur le marché, comment tu te lances? Tu as commencé à y répondre avec un part-time avec ton boulot, mais tu commences par quoi? Je commence par faire, comme une bonne marketeuse, mon étude de marché. Du coup, si je dois monter une marque de maillot, elle ressemblerait à quoi? Quelle couleur? Quelle coupe? Et quel positionnement prix? Donc ma bonne flèche prix comme une vraie marketeuse, quoi. Et voir où est-ce que je me situe pour que je sois différenciante, que j'ai une autre offre. Et puis poser un RTT par-ci par-là pour aller dans les salons, rencontrer le fournisseur, toucher les matières, voilà. Ça commence doucement comme ça, et puis en fait, le projet se construit petit à petit, et ça s'appelait Enja dès le début. Il vient d'où ce nom? Il vient... je suis censée dire la version glamour, c'est un prénom slave qui veut dire élégance et grâce, mais fondamentalement, c'était une robe de mariée. J'étais en plein mariage, et c'était une robe de mariée sur laquelle j'avais flashé, et elle s'appelait Enja. Et je sais pas, voilà, du coup, je me suis dit, je vais appeler ma marque Enja. C'est une très bonne raison. Puis je trouve ça bien que ce soit décorrélé la mer, la plage. C'est un nom de marque. En tant que tel, ouais. Il y en a d'autres qui sont pas forcément en rapport avec la mer. Et comment t'avais jamais dessiné un vêtement de ta vie? J'avais jamais dessiné un vêtement, mais ma mère sculpteur, elle, avant de faire ses sculptures, elle les dessinait. Et j'ai pris énormément de cours de dessin et j'ai un bon coup de crayon. Je suis pas du tout modéliste, dans le sens où je suis incapable de dire il faut enlever 1 centimètre ici pour que le tombé soit mieux sur ce côté-là, que la couture elle soit de telle manière. Je suis incapable. Mais par contre, je dessine tous mes maillots. Et donc, tu as commencé à dessiner ton premier maillot comme ça. J'ai demandé, on en parlera peut-être plus tard, mais j'ai demandé à mes 5 meilleurs amis leur maillot idéal pour répondre à leur morphologie, et je les ai dessinés.
Bon, eh ben on va revenir dessus. Ouais. Merci pour cette introduction, Alexandra. T'as commencé vaguement à en parler, mais on va se concentrer dessus. Le marché, c'est effectivement clé, surtout quand on se lance. Ce marché, comment tu peux le définir ? Il est singulier, alors je suis un homme, je le connais moins bien. Il y a des marques dites premium ou de luxe que je connais, je ne vais pas les citer, mais je pense que toutes la connaissent. Et tu l'as dit, il y a les marques mass market, les Zara et compagnie, là on peut les citer, il n'y a pas de problème. Les Princess Tam Tam. Voilà, qui ont une offre. Comment se comportent les consommatrices, les clientes sur ce marché ? Ça a beaucoup changé depuis maintenant 8 ans. Quand j'ai commencé en France, il y avait très peu d'acteurs. Il y avait ces grandes marques de luxe et puis c'est un peu mass market. Et puis il y en avait une ou deux qui proposaient des produits soit assez féminins mais un peu vieillots, soit trop jeune fille en fleurs. Et en fait, je trouvais que le maillot avait un côté trop fonctionnel. Chez Princess Tam Tam, ça manquait du côté un peu mode, un peu sensuel. Enfin, pour moi, le maillot, c'est vraiment une... Tu veux dire qu'il était très fonctionnel, en fait, oui, c'est ça ? Oui, il était très fonctionnel. Il est d'ailleurs toujours. Oui, mais aujourd'hui, il est devenu aussi à part entière en termes de pièces de prêt-à-porter. La consommation du maillot de bain a énormément changé. Une femme, aujourd'hui, elle porte 2 maillots différents dans la journée. Elle le porte en body. Dans la semaine, il faut qu'elle ait 5 maillots différents. Enfin, avant, le maillot, c'était plus... il fallait mettre un maillot parce qu'on était à la plage et aujourd'hui, c'est vraiment devenu une pièce de mode, le maillot. Et à l'époque, donc il y avait vraiment ces 2 acteurs, mais il y avait un côté, ça manquait de jeunesse dans le côté féminin. Il y avait, moi je voulais habiller les femmes avec sensualité, avec élégance, avec qualité, et qu'en fait le passage du maillot de bain soit un moment délicieux et rassurant, quoi, et que on se sente extrêmement bien dans son maillot et avec des couleurs magnifiques pour les carnations. Enfin, je trouvais qu'il y avait un coup de pied à mettre dans cette fourmilière un peu vieillissante du marché du maillot de bain. Et ce marché-là, il est plutôt dynamique, si je comprends bien. Il est en stagnation, il se réinvente en fait. Est-ce que tu as non, il stagne pas du tout. Il connaît des fluctuations. Enfin, il fluctue énormément en fonction aussi de la météo, des crises économiques, parce que c'est vrai que le maillot de bain est une pièce aujourd'hui indispensable et de mode. Mais ça reste sur des événements assez courts. Donc s'il fait pas beau pendant quelques mois qui sont censés être l'été ou qu'on est en crise économique, on se dit j'en ai déjà 15 dans mon placard, j'ai pas besoin d'un maillot en plus. Ouais. Donc il est fluctuant sur ce pendant-là. Mais après, ça reste un marché en croissance. Rien que le fait qu'il y ait aujourd'hui une concurrence absolument monstrueuse dans le maillot de bain. Plein de marques se sont lancées aujourd'hui en France sur ce marché, et les marques de mode lancent aussi leur collection maillot. Elles rajoutent à leur collection du maillot de bain. Ouais, tu veux dire les marques de prêt-à-porter. Oui, les marques de prêt-à-porter vont tout d'un coup se dire moi je vais faire du maillot en été, je vais rajouter. Je vais grossir mon catalogue et je vais rajouter du maillot avec ma tunique, mon truc. Je vais faire le maillot qui va avec. Est-ce que ce marché, dans les maillots de bain pour femmes, il y a 2 modèles, hein, il y a le 2 pièces ou une pièce. Oui. C'est réparti comment ? Est-ce que c'est une façon de voir les choses ? Peut-être que je me trompe complètement. Non, mais si, complètement. Et il y a le maillot une pièce a connu une énorme flambée ces dernières années. Et là, le 2 pièces revient un peu parce qu'on reprend une trend sexy. Avant, il n'y avait pas trop le côté sexy, sensuel, et là, on sent que le tanga, le string, les décolletés, les coupes reprennent un peu les femmes ont envie de se sentir de nouveau un peu plus... la matière se réduit. Voilà, la quantité de matière se réduit un peu. Se réduit un peu. Donc le 2 pièces aussi revient à la charge. Donc on suit ces évolutions et on les capte assez rapidement. Ouais. La mode dans le maillot de bain, est-ce qu'elle est vécue de la même façon, quelles que soient les tranches d'âge ? Non. Et en plus de ça, la mode en soi, on regarde les tendances de défilés. Moi, je regarde beaucoup les défilés parce que ça m'inspire sur les décolletés. Mais
On dit souvent la couleur à la mode cette année ça va être je sais pas le orange, mais sauf que le orange, moi qui suis une toquée de la couleur, tous les oranges ne vont pas en maillot de bain. Porter un pull orange n'a rien à voir avec porter un maillot orange, donc on peut pas faire non plus on peut pas se coller aussi de la tout de suite. pigmentation de sa peau, non ? Oui, mais quoi qu'il arrive, un orange qui tend trop vers le jaune va être très dur à porter, alors qu'un orange qui est plus vers le rouge va être beaucoup plus facile. Enfin, c'est des subtilités chez Anja que nous on essaie de capter, mais c'est vrai que se dire aujourd'hui le marron c'est ça qui est à la mode, t'as des marrons qui sont ok pour du maillot de bain, mais il y en a qui sont pas du tout ok. Donc ça, il y a une mode, il y a une tendance à couleur où il faut faire attention, mode versus maillot. Et après, en fonction des âges, évidemment. Enfin, c'est... Qu'est-ce qu'on peut observer sur ce marché en fonction des âges ? En vrai, en fonction de l'âge aussi, on a plus ou moins envie de se dénuder. Ça fait partie de... Voilà. Nous, la caractéristique chez Anja, c'est que une grand-mère peut venir avec sa petite fille et elles trouveront toutes les deux un maillot. C'est vraiment notre force. Mais elles n'achèteront pas du tout le même maillot de bain, quoi. Donc il faut une offre qui corresponde aux attentes. Nous, notre boutique, elle est juste à côté du bureau et on passe beaucoup de temps à avoir les retours de clientes pour savoir... On peut le dire où elle est, ta boutique. Oui, elle est 5 rue Pierre-Garin, elle est dans le 16e. Ça aussi, c'est une autre histoire, pourquoi elle est dans le 16e. Mais... Tu nous diras après. Oui. Et donc, mais oui, effectivement, il y a des vrais... Notre cœur de cible, c'est 30 ans, mais il faut qu'on aille chercher la plus jeune avec un style plus dénudé, plus sexy, plus... Voilà, c'est comme ça. Et puis pour les personnes de 70 ans... parce qu'on va jusqu'à 70, 75 ans, c'est des maillots qui tiennent mieux la poitrine, qui enveloppent mieux le corps. C'est vraiment des attentes qui sont différentes. Et les couleurs aussi, elles changent. C'est-à-dire qu'une personne de 60 ou 70 ans, elle est tout à fait encline à porter des maillots de la même couleur qu'une jeune fille. Oui, en vrai, il ne faut pas penser qu'une personne de 70 ans va ne porter que du noir, quoi. Mm-hmm. La coupe va être différente, mais nous, les couleurs, il n'y a pas de raison qu'on ne propose pas nos rouges, nos violets, nos oranges. Tu vas nous parler de tes couleurs, ouais, mais le marché, il est justement sur de plus en plus de couleurs, ou est-ce que c'est quelque chose justement différenciant d'Anja, mais que le marché globalement, il n'est pas forcément sur des trucs très colorés ? Je pense que le marché, ça dépend des marques, mais... il y a des marques qui vont plus sur des couleurs faciles à vendre parce qu'elles ont des énormes quantités. Nous, on est un peu plus agile sur les quantités, mais quand on a beaucoup de quantités, on va sur des couleurs du noir, du bleu marine, du kaki, des couleurs plus faciles. Un imprimé, soit ça peut être un carton, soit ça peut être un four. Donc, en fonction des tailles de marque, les créations et les couleurs sont un peu moins... c'est ça. Ouais. Elles sont un peu moins prononcées. Pour finir sur le marché, j'ai une question que je ne peux pas ne pas te poser, c'est la concurrence des plateformes chinoises. Est-ce que c'est quelque chose qui finalement n'est pas tellement à prendre en compte, ou au contraire c'est vraiment un élément de marché avec lequel il faut composer et qui n'est pas toujours facile ? Nous, non, pas sur le maillot de bain, parce que c'est l'avantage et l'inconvénient, c'est que en fait... la française ne portera jamais le même maillot que la chinoise, qui portera jamais le même maillot que la brésilienne, oui, en fait. On est d'accord que Shein va aller fabriquer des maillots tendance pour les européennes. Oui, mais on connaît notre marché, on connaît ce qu'attend. En fait, le maillot de bain, c'est tellement spécifique, on dénude la femme. Donc, si on connaît pas vraiment bien son marché et la façon dont vivent les femmes dans ce pays-là, moi, je m'inventerais pas faire un maillot spécial Brésil. C'est pas ma culture. Je la connais pas assez, et les personnes en local le font super bien. Donc, je pense pas. Enfin, moi, je vois pas ça comme un. Tu vois pas un danger à être copié? Je suis copiée même par les marques en France, hein. Donc aussi, et la copie, en vrai, ça veut dire qu'on fait quelque chose de bien. Après, on n'est pas encore suffisamment grande pour aller envoyer des lettres. On pourrait, mais bon, quelle perte de temps. Mais bon, tout le monde s'inspire. Et puis le problème, c'est que sur le maillot de bain, il y a quand même très peu de métrage de tissu et peu de territoire
d'expression. C'est pas comme un pantalon, on peut imaginer des milliers de coupes. Le maillot, un triangle reste un triangle. On peut y ajouter un anneau, changer le tissu, changer la couleur. On se différencie sur la couleur et sur les toutes petites finitions, mais un triangle reste un triangle, quoi. Et donc sur 10 cm, c'est quand même difficile de vraiment se différencier sur des petits triangles et tout. Après, il y a des coupes qui sont spécifiques aux nôtres. On essaye de se défendre au mieux, mais bon... Et ben on va justement venir sur ce sujet, comment vous vous défendez, comment vous existez. Merci pour cette analyse du marché et justement cette proposition de valeur. Pour pouvoir bien la défendre et bien l'expliquer, on va revenir un peu en arrière et reprendre la discussion, l'histoire que tu as abandonnée sur le lancement d'Enja. Tu nous as expliqué le nom, que tu t'étais mise à dessiner. Revenons 2 secondes, c'est 8 ans en arrière. Ouais. Tu dessines, tu as un premier modèle, après il faut le faire fabriquer, puis il faut le distribuer. En fait, comment tu organises ta pensée et tu structures les choses à ce moment-là ? Tout commence déjà par le produit. Donc, je le dessine et puis je vais sur un site internet à l'époque, je ne sais pas si ça existe encore, qui s'appelle Eurovet. Et puis, je tape usine. Et en fait, en entonnoir, je trouve des usines, genre je leur envoie des mails et en fonction de leurs critères de quantité, de où est-ce qu'elles sont faites, de comment elles fonctionnent, si elles ont besoin d'un dossier complet, un dossier technique que moi je suis incapable de donner. Enfin, voilà. En entonnoir, je tombe sur mon usine au Portugal et je lui dis voilà, moi je veux voilà mon dessin. Je veux une matière qui soit peau de pêche, seconde peau. Donc c'est elle qui au début m'a sourcé ma matière parce qu'elle s'y connaît et que moi en vrai j'étais un peu. Donc tu avais une usine qui était capable de parier sur le projet que tu leur proposais. Oui, parce qu'elle pariait elle-même sur son propre projet. Elle quittait une grosse usine pour lancer sa propre usine. Donc en fait, on a grandi ensemble. D'accord. On a grandi ensemble et en fait, j'ai reçu mes premiers protos et bon, c'était une catastrophe, hein, on va pas se mentir, c'était monstrueux, mais bon, j'étais trop contente. Et au fil du temps, du travail qu'on a fait ensemble et des dessins que j'ai fait en fonction des morphologies de mes copines, je les ai fait essayer à mes copines. En fait, j'essaie toujours mes protos sur moi et je vois là où ça pêche, où je suis pas contente. Et c'est pour ça que les maillots sont très proches de la réalité chez Enja. Enfin, on fait pas mannequin cabine parfait 36-36, voilà, on essaie de les faire vivre au quotidien. Donc tout ça pour dire que on commence par un produit et en fait une fois qu'on a le produit, je fais tout le plan marketing autour, les photos, les vidéos et je décide de lancer sur Ulule. À l'époque, Ulule, une plateforme de crowdfunding. Ouais, exactement. Et à l'époque, Ulule, j'avoue, j'y vais plus trop, mais il y avait peu de projets, quoi. C'était le début de ces plateformes. Et en fait, ma campagne s'est tellement vite lancée que je suis arrivée première page du LUL et en fait, ça a fait effet boule de neige. Donc au début, c'est les copains qui achètent pour faire plaisir. Et puis en fait, il y a plein de gens que je ne connais ni d'Ève ni d'Adam qui ont acheté. Et du coup, en fait, j'ai enchaîné avec un pop-up en me disant je vais faire du physique comme ça, les gens vont me connaître. C'était pendant 1 mois en juillet. C'était où ton pop-up ? C'était rue Étienne Marcel. Juste devant la nouvelle poste, enfin l'ancienne poste. Ouais. Voilà. Et puis j'ai enchaîné avec mon site internet que j'ai fait moi-même sur Squarespace à l'époque. Et en fait tout s'est fait assez naturellement. Donc là, t'avais réussi à avoir combien de précommandes ? En fait, les précommandes, j'en avais eu 325, mais j'avais produit 850 maillots. Okay. 4 modèles. En décliné en 1 ou 2 couleurs et en fait j'avais parié avant. Donc là, tu as investi tes propres fonds pour faire ça ? Ouais. Ce qui est à la base pas le principe de Lulul, mais comme je l'avais lancé tard, je voulais pas que les nanas attendent leurs maillots et qu'elles les aient fin août, quoi. Donc j'avais anticipé et j'avais lancé la prod en février et puis il y avait plus qu'à croiser les doigts que ça marche, quoi. Mais bon, ils étaient beaux, les images étaient magnifiques. Et les images, justement, comment tu les fais ? Les images, c'est Après, il faut faire appel à tout son entourage quand on se lance et il ne faut pas hésiter à tout... raconte, t'as fait comment ? Alors, moi, tes copines qui sont venues porter les maillots et qu'est-ce qui les prend en photo ? Alors, premier shoot, c'est une copine et moi qui posons. Et c'était un copain d'une copine de ma mère qui était photographe canadien pour le L, que j'ai flew in à Taroudan,
dans la maison d'une copine de ma mère. Et du coup, on a fait ce shoot-là un peu en famille, avec ma copine, ma mère, l'amie de ma mère, son copain photographe. Et il est venu avec une vidéaste qui était sa nièce ou une copine ou je sais pas quoi. Et donc, on a fait ce shoot pendant 3-4 jours à Taroudan. Et donc, ça m'a créé tout mon contenu. Et les photos étaient dès le départ sublimes. Parce que ça, c'est très important. C'est hyper important. On a qu'une chance de faire une première bonne impression. C'est ça. Tu arrives, tu ouvres ce pop-up en juillet, en fait sur le fil quand même. Ah bah sur le fil, on était dans la cave le soir avec mon mari à faire toutes les expéditions de Ulule et le jour j'étais vendeuse dans mon pop-up le lendemain. Et comment tu fais venir les gens dans ton pop-up? J'avais une base de données de copines et puis j'ai fait une soirée entre copines, j'aurais dû venir avec 2-3 copines. Enfin après, au début c'est un peu comme ça. Et puis à l'époque Instagram c'était pas ce que c'était aujourd'hui. Instagram il y avait peu de gens dessus, ça faisait vite effet boule de neige. Aujourd'hui monter quelque chose via Instagram c'est quand même un peu plus compliqué quoi. Ouais. Surtout sur une marque de prêt-à-porter, parce que des marques de produits de conso, on peut faire une vidéo qui trend avec sponsorisé un petit peu, et puis ça fait vite c'est tourner la machine. 850 pièces là, donc en fait moins les 350. Enfin, il y avait globalement dans ton pop-up 500 pièces, c'est ça? Ouais. Le pop-up, tu l'as combien de temps? Tout l'été? Je l'ai 1 mois, et puis j'avais mon site internet qui a continué. Et non, en vrai, je l'ai bien écoulé. J'ai refait une prod. Fin juillet, t'avais écoulé? Fin juillet, il devait me rester quelques pièces qui marchaient moins bien. Mais en fait, comme ils sont tellement intemporels, mes maillots, ils se sont vendus l'année d'après. Comment on gère les tailles? Comment t'as fait pour gérer les tailles? Comment j'ai fait pour gérer les tailles? T'as pris un pari? Comment t'as analysé? Globalement, mes copines, elles font cette taille-là. Je suis partie vraiment sur mon entourage au début. Ouais. Parce que je me suis dit, de toute façon, je vais les vendre à mon entourage ou l'entourage plus, quoi. Donc, je suis partie sur mon entourage. Et en fonction des coupes aussi, il y a des coupes qui sont plus adaptées à du 40 au 44, d'autres qui sont plus adaptées au 36, 34, 40, quoi. En fonction du décolleté, du maintien. J'ai mis mes pions comme ça, et puis après, d'année en année, maintenant, on a toutes nos analyses. Donc là, tu es quand même satisfaite, tu vois que ça marche. Ouais, je suis trop contente. Il y a une traction qui arrive. Il y a une traction, et puis je me suis dit, en fait, Anja, ça va être la marque qui va vendre toute l'année. Donc j'ai lancé des modèles pour l'hiver. Intéressant, parce que avant que tu n'y ailles là-dessus, parlons de la saisonnalité, parce que franchement... C'est dur. Mais c'est comme quand tu vends des skis. Quand tu vends des skis ou du matériel de ski... Moi, l'avantage de mes maillots, c'est que ça prend pas de place en stock, alors que des skis, c'est un peu plus compliqué. Mais tu les vends majoritairement l'hiver, les skis, les maillots majoritairement printemps-été. Alors tu vas me dire, mais il y en a qui partent au soleil l'été. Exactement. L'hiver. Moi, j'ai parié sur le fait que ma clientèle partait au soleil en hiver. Après, ma collection était plus petite, mais elle s'est vendue aussi. Elle s'est vendue parce que de nouveau, j'avais 2 modèles. Enfin, je me suis pas non plus lancée dans une énorme collection hiver, mais je voulais pas tomber dans les oubliettes pendant 6 mois. Et je me souviens, j'avais la mère d'une amie qui m'avait dit, lance pas, t'es trop fragile financièrement, c'est le début. Mais en fait, je pense que c'était une bonne décision de m'écouter et d'écouter mon instinct. C'est j'ai lancé 2 modèles. Ils étaient kaki et noir, faciles à porter en hiver, quand on est un peu blanc pas trop bronzé. Quand on arrive en décembre sur la plage, on n'a pas non plus envie de porter du jaune. Donc j'ai lancé 2 modèles. Et puis du coup, ça m'a créé du contenu pendant toute l'année. Et puis... Là, tu étais 100% sur Anja, tu avais complètement... j'avais quitté. T'as ces 2 modèles pour pouvoir exister entre 2 saisons, mais tu prépares du coup aussi la saison qui suit. Tu fais comment? Et là, tu redessines, tu te remets à ta table à dessin. Je redessine, je re-shoot, et puis alors là, je fais des salons. Donc c'est là où je suis rentrée au Galeries Lafayette au printemps. Mais tu fais des salons professionnels où tu retrouves des interlocuteurs du printemps et des Galeries Lafayette. Exactement, qui passent commande pour l'année d'après. Et là, on est en hiver. Et là, on est... Non, du coup, on est les salons, ils sont en janvier 2020... Non, pas du tout. Qu'est-ce que je raconte ? 2018. 2018 en janvier. Ouais, c'est l'hiver. Ouais, oui, parce que c'est pour l'été, Oui, et donc ce que tu vois, c'est qu'en hiver, après t'être lancé, il y a quand même des grandes enseignes qui se disent, ok, on va passer commande. On va passer commande, mais en fait, ils passent tellement commande en amont pour l'été que du coup, tu vois ce que je veux dire. Je leur présente l'été, déjà. Oui, bien sûr. Ce que je veux dire, je pense au BFR
partenaire derrière, t'es obligé d'avancer les sommes, ils te préachètent les trucs, quoi. Après, chacun négocie comme il peut, mais moi, pour des petites structures, je demande un acompte. Oui. J'ai pas les moyens d'avancer. C'est ça. Non, ouais. Et là, ils entendent ce genre d'argument sans problème. Quand on est petit, oui. Ouais. On est petit, oui. Et c'est pour toi un élément, un game changer, comme on dit en anglais, le fait que tu rentres dans ces grands magasins? C'est pour moi une preuve que j'ai quelque chose qui se vend, qui est beau, qui est désirable, que je suis sur la bonne lancée. Et puis, mine de rien, ils m'ont fait rentrer dans 17 points de vente. Donc, en termes de notoriété, c'est énorme. Ça appuie la création de marque. Ça appuie le fait qu'on est là, qu'on est nouveau, qu'on est désirable, qu'ils ont envie de faire connaître la marque. Et puis à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'il y avait ads. C'était encore. On va revenir sur justement l'acquisition, mais moi je reviens sur le produit. Oui. Le produit, d'ailleurs, tu nous as pas donné son prix. C'est quoi au lancement, il était vers 110 €. Aujourd'hui, en moyenne, il est à 130. Bon, pour 130 €, et vous allez toutes considérer ce prix-là en regard de ce qui se fait au-dessus et en dessous. Voilà. Je crois que c'est un prix qui est bien placé. Le produit, justement, il y a le design, les couleurs, mais le design, tu le disais, on est quand même un peu limité, mais il est bien coupé. Il y a la matière. Qu'est-ce qui fait il y a plein de choses. Qu'est-ce qui fait que, en fait, c'est 110, 130 € aujourd'hui, il valide un rapport qualité-prix qui était inexistant? Il le valide parce qu'en fait, il dure dans le temps. Et je m'en rends compte de plus en plus, c'est que j'ai plein de clients qui me disent « Mais moi, ça fait 5 ans que j'ai mon Anja, il n'a pas bougé. » Les élastiques tiennent. Les élastiques tiennent, la matière tient, la couleur tient. Bon, après... Ça dépend aussi de comment tu prends soin de tes... Si tu vas tous les jours dans une piscine plein de chlore et que tu ne nettoies pas, on est d'accord? On est d'accord que là, je ne fais pas des miracles. Non. Mais on a vraiment un produit qui tient, quoi, qui bouge pas. Les élastiques ne craquent pas. Tu sais, ce son-là, crac, 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 des élastiques de la gomme qui est devenu complètement asséché. Je le sais moins bien que toi, mais j'imagine. Et donc, c'est en ça qu'Anja est durable, c'est qu'en fait, on fait des couples, des couleurs intemporelles, des couleurs qu'on a envie de reporter d'une année sur l'autre, des coupes qui sont faciles à porter et une qualité qui est dingue, quoi. Et en fait, les coupes, c'est vraiment, en fait, c'est pas essayer juste, c'est bon, le fitting est nickel sur du 36-36, c'est... non, là, je me sens pas bien, il y a un truc qui me gratte, il y a un truc qui me dérange. Donc, il y a un confort, là, je suis... en fait. Ouais, il y a un confort et un côté pratique de... en fait, je suis une femme. J'ai envie d'être sensuelle pour mon partenaire, quel qu'il soit, mais parfois j'ai des enfants et en fait j'ai pas envie que mon sein se fasse la malle quand je suis accroupie en train de faire un château de sable. J'ai envie en plus de bronzer, de pouvoir enlever mes bretelles ou de faire en sorte que ce soit sympa, de pas avoir trop de marques, donc les décolletés sont pensés pour pas avoir trop de marques. J'ai pas assez de poitrine, j'aimerais bien la galber un peu plus. Enfin, mon associée, elle fait un DE, moi je fais un petit B, et du coup, à chaque fois, on se challenge. Je dis, ouais, moi celui-là, je le porte. Non, moi je le porte pas, il me maintient pas assez bien la poitrine. Et en fait, on se challenge entre femmes pour avoir un produit qui répond aux besoins quotidiens d'une femme normale, quoi. Ok, alors merci pour le produit. Tu as commencé à parler de ton associée. Oui. Tu vas d'ailleurs nous donner son nom. Elle t'a rejoint un petit peu après. Ouais. Et qu'est-ce qu'elle est venue apporter? Alors Lucie, donc c'est Lucie, elle est arrivée, ça va faire 6 ans, donc elle est arrivée au bout de 2 ans, au bout de 2 ans. Et elle est arrivée à un moment où moi j'allais pas du tout bien, je le dis, hein, je venais d'accoucher, ma première employée était partie, j'avais une baisse d'énergie totale. Donc elle est déjà arrivée avec son énergie solaire incroyable. Et puis moi je suis plus en repli dans... J'aime pas trop la négo, c'est pas mon caractère. Et elle, c'est développement commercial. Elle ouvre des portes, elle tape dans la fourmilière, elle lâche rien. Voilà, moi je suis un peu moins comme ça. Donc, et du coup, elle est sur toute la partie développement commercial. Et moi... je suis sur la communication et le style.
Ok, et donc la créa Oui, la aussi, créa. voilà, Oui, la c'est créa ça. totale. Ouais. Ouais, ouais. Et donc, Elle n'est pas du tout créa, et moi je suis pas du tout commerciale. Enfin, ok, donc voilà. vous avez un On s'est bon bien trouvé. complément. Donc au bout de 2 ans, vous êtes déjà 2. Il y a des premiers recrutements, je crois comprendre, qui arrivent. C'est quoi les sujets sur lesquels il faut accompagner la croissance? La production, on se rend pas compte en fait, derrière un maillot, il y a la petite étiquette avec les bonnes mentions, le N-tag, le polybag, les relations avec les fournisseurs pour la gomme, le bouton, et en fait tous ces petits détails prennent une bande passante monstrueuse et que nous on peut pas tout gérer, donc premier recrutement, chef de produit. Deuxième recrutement dans la com, parce que mine de rien on a une marque digitale et que c'est du contenu. Aujourd'hui c'est quoi, 90% non, ligne? 60. 40. Ouais. Non, 60, 18 boutiques et le reste wholesale. Ouais, d'accord. Voilà. Mais donc majoritairement digital. Majoritairement Ouais. digital. Et voilà, et puis on a connu pas mal d'années comme ça, assez à 4-5. Et puis on a fait une levée et on a beaucoup grossi pendant le Covid. Et du coup on a embauché et on a levé. Et puis voilà. Vous avez levé pour trouver les moyens de recruter, pour En fait, développer... on était vraiment dans une croissance énorme pendant 2-3 ans et post-Covid encore une année. Et en fait, on s'est fait approcher et on s'est dit pourquoi pas. On n'était pas trop dans l'optique de lever et puis on s'est fait approcher et on s'est dit pourquoi pas mettre un petit coup d'accélérateur. On a le vent en poupe, ça cartonne. Et puis ce problème de saisonnalité, mine de rien, quand on a une petite marque et qu'on propose que 2 produits, le chiffre d'affaires est conséquent aux charges derrière, ça marche. Sauf que quand on doit animer une marque toute l'année sur du maillot de bain, que les charges s'accumulent et qu'en fait il faut faire plus de prod pour vendre plus, pour essayer d'équilibrer toutes ces charges, et juste 2 modèles et pas trop se mouiller en hiver, ça marche pas. Sauf qu'il n'y a pas tant de monde que ça qui partent en hiver. C'est le cas de le dire, pas trop se mouiller en hiver. Ah, exactement. Et en fait, on s'est dit, on va lever, comme ça on va développer le produit, on va fluidifier notre saisonnalité, on va ouvrir une boutique, on va rentrer dans un moule classique pour aller chercher plus de croissance et alléger notre BFR tout au long de l'année, quoi. C'est-à-dire augmenter le catalogue produit et sortir du maillot exclusivement. Sortir que du maillot et dire nous on est une marque solaire, tu viens chez Anja pour te prendre un coup de soleil et de bonne humeur et des produits de qualité et trop beaux. Tu peux retrouver ça dans un pull. Ton pull il sera fuchsia, il sera vert, il sera... Mais bon, on s'est lancé on lance un pull, alors du coup, il faudrait un pantalon, et puis il faudrait quand même une petite chemise. Et en fait, on s'est un peu perdu quand je le dis très objectivement, on a voulu rentrer dans un marché qu'on ne connaissait pas, qui est déjà ultra compétitif et saturé. Et puis notre ajout, notre apport n'était pas si extraordinaire que ça, quoi. Donc on s'est planté, quoi. Ouais, c'est bien de le reconnaître et je pense que c'est... Mais vraiment, je pèse mes mots, je pense que c'est une qualité de reconnaître qu'on n'y arrive pas toujours. Vous abandonnez du coup l'idée de... On abandonne progressivement, mais ça nous a mis un peu de temps à comprendre que... déjà pour continuer à vendre, parce que t'as la prod, donc il faut vendre. Et puis nous, on a connu 2 années un peu compliquées. Moi, j'ai eu une année personnelle en 2023 monstrueuse. Lucie aussi, ça a été très compliqué. Du coup, on est un peu sortis de l'histoire Anja, donc les équipes étaient un peu moins motivées, donc on a eu une vague de départ. Enfin, il y a eu tout un chamboulement pendant ces 2 années. Et du coup, le temps qu'on se remette dedans, qu'on se dise, on arrête le prêt-à-porter. On a eu 2 années assez complexes. Et là, on a une personne qui nous a rejoint en tant que DAF et responsable des opérations, et là ça déconne plus et c'est un rêve. Elle est arrivée quand, cette personne ? Elle est arrivée en septembre et c'est... Donc là en fait tu structures là, finalement. Je structure. Ouais. Là en fait pendant 4 ans Anja a explosé. 5 ans, Anja a explosé, 2 années ultra compliquées, mais dans tout en fait, dans nos choix, dans nos vies perso, dans la crise économique. En fait, les gens post-Covid
n'allaient plus en boutique, n'achetaient plus, ils avaient envie de voyager, ils avaient envie d'être dans les bars, dans les cafés, leur argent était dépensé dans de l'expérience. Donc certes, on a un maillot qui est relié à quand même un moment de vie et d'expérience, mais dans une météo, enfin, parce que horrible. Vachement dépendant de la météo. Bah, je pensais pas. Pour moi, j'étais dépendante du fait que tu partais en week-end ou en vacances. Tu vois, que quelle que soit la météo, quelle que soit la météo, tu dis, attends, il pleut à Paris, je m'en fous, de toute façon, je pars dans les Pouilles pour 4 jours, je vais me racheter un maillot. Sauf qu'en fait, mars, avril, il fait pas beau, les gens sont pas dehors à boire des coups, à se dire, oh, la nouvelle collection est trop belle, vas-y, je m'achète un maillot, et puis je m'en rachèterai en juin parce qu'il est trop beau et quoi, je vais bientôt partir cet été. Du coup, là, l'année dernière, il a fait beau. À contrario, il fait beau plus tôt, les gens sont dans un esprit... là, cette année, il fait beau, on le sent tout de suite. Ouais. C'est un truc, c'est vraiment, c'est flagrant. C'est flagrant, mais comme dans un inverse, des marques qui vendent des pulls, s'il fait froid, c'est un rêve. Ouais, bien sûr. Donc les 2 dernières années, ça a été un rêve. Ouais. Nous, là, ça a été compliqué. Quand il fait beau un 13 juillet, tu te dis, c'est bon, j'en ai déjà 10 dans mon placard, j'ai pas besoin, je pars dans 10 jours, c'est bon. Ouais, et puis il va refaire mauvais. Exactement. De toute façon, pourquoi t'es dans un mood qui est pas forcément positif. Voilà. Donc aujourd'hui, Anja, finalement, 2025, c'est un redépart. Ah, exactement. On le dit et comme en fait, ça c'est trop marrant parce qu'en fait, on repart un peu. On restructure tout dans notre PNL, on prend ligne par ligne, on regarde ce qui se passe, ce qu'on peut optimiser et tout, et du coup on revient un peu dans un début d'une start-up, mais avec la preuve produit et la communauté de dingue. Donc en fait c'est que du bonheur, et puis c'est la dynamique que j'adore, c'est de la débrouillardise, moi je suis trop contente là. Et alors ce qui est drôle, c'est que la semaine dernière, c'est Axel Matéry de Maison 123 qui était derrière le micro à ta place et qui me disait justement qu'il y avait une collab qui était en cours ou qui allait se faire avec toi. Là ça sort, je sais pas quand sortira le podcast. Il sort mardi prochain. Voilà. Et voilà. Du coup ça sort dans un mois. Et en fait Axel, je l'ai rencontré parce que je trouvais que on l'a rencontré avec Lucie quand nous on était un peu dans le mal, en se disant qu'est-ce qu'on fait pas bien quoi, on comprend pas, et on trouvait que la Maison 123 avait fait une remontada niveau image, on la voyait partout. Et du coup on a écrit à Laurent pour lui demander d'être mise en relation avec Axel, et donc on a déjeuné Laurent avec elle. Miquin, qui est le patron du groupe Etam. Et on a déjeuné avec elle, et en fait énorme coup de cœur pour Axel, mais je pense que on se disait ça avant d'enregistrer. Énorme coup de cœur, et un jour elle m'appelle, elle me dit écoute Alexandra, on aimerait lancer du maillot. Elle a l'intelligence de se dire en fait le maillot c'est quand même un produit ultra spécifique, on va pas le lancer nous en interne. On va le faire comme moi, j'arrête d'essayer de lancer des pulls ou des pantalons que je ne sais pas faire. Le maillot, c'est un métier très spécifique. Et du coup, elle me dit j'aimerais lancer du maillot, j'en ai parlé à mes équipes, et Anja est ressortie 90% du temps. Est-ce que ça te dirait qu'on fasse un truc ensemble ? Et moi, j'adore, vraiment, je trouve que c'est passionnant. Moi, j'adore Axel. Mais ça illustre finalement cette renaissance d'Anja, c'est-à-dire que c'est aussi des partenariats avec des marques comme Maison 123. Oui, c'est des beaux partenariats, et puis les gens nous connaissent pour le maillot en fait. Et en fait, longtemps, j'ai voulu rentrer dans un moule classique, et en fait, il faut que j'accepte que je suis une marque pure player de maillot de bain. Que moi, ma stratégie, c'est d'aller chercher le soleil là où il est dans le monde entier, d'être dans les boutiques d'hôtels, c'est ça, lutter contre la saisonnalité, c'est finalement aller vendre tes maillots là où il fait beau en hiver. Ouais. Voilà. Et puis, je lance du maillot sport aussi. En fait, je vais essayer de dépoussiérer un peu le maillot de sport à la rentrée. Donc les maillots qui sont faits pour aller nager, pour aller nager, longueurs, vraiment, qui sont vraiment faits pour, qui n'ont pas de frottement, parce que j'ai beaucoup de clientes Anja qui attendent le maillot sport, et en fait on en parlera après aussi de la communauté, mais je les ai sollicités pour m'aider à développer ces maillots. Donc c'est ça les projets de développement d'Anja, c'est maillot, mais maillot sport, tu viens de le dire, c'est aussi aller vendre là où il fait beau. Oui. C'est d'une certaine manière. Cross-border ? C'est de la cross-border, mais via du social selling. En fait, on a beaucoup de clientes à l'étranger, et on a une communauté de dingue. Elles adorent Anja, et du coup, on demande à nos clientes à l'étranger et d'ailleurs, elles nous contactent. Mais c'est des clientes françaises qui sont à l'étranger ? Ouais. D'accord.
Donc c'est des têtes de pont, mais tu n'adresses pas la clientèle étrangère du pays. Non, pas encore. Pas encore parce que niveau équipe et niveau développement produit, j'ai pas le temps d'analyser ce que cherche le marché chinois, ce que cherche le marché singapourien. Enfin, aujourd'hui, je vais avec ma patte Anja chercher les gens qui ont envie de porter le style parisien, le style français. Donc soit des expats, soit des gens qui ont plus l'habitude de porter des marques françaises à l'étranger. Et donc je commence avec soit les boutiques d'hôtels, soit ce social selling, et en fait c'est nos clientes à l'étranger, même en France parce qu'on n'a pas beaucoup de boutiques en France, qui font des ventes chez elles et qui sont nos ambassadrices. Ah, ok, donc elles vendent pour du vous Tupperware. Ou j'allais dire du joli moi. Ouais, exactement. C'est mieux, non? Exactement. Même si Tupperware vient d'être acheté par Cédric, qui est passé derrière ce micro aussi déjà. Joli moi qui est plus proche des cosmétiques, bien sûr, donc peut-être plus proche de... Avec Isabelle. Avec Isabelle qui est aussi passée derrière ce micro. Merci pour cette histoire et l'occasion pour moi d'arriver sur la troisième partie de notre conversation sur la relation que tu as avec tes clientes, cette communauté, comment tu les gères, comment tu en prends soin, comment tu leur racontes une histoire. Évidemment, le visuel compte. L'histoire que tu racontes au travers d'un visuel, elle est hyper importante. Les réseaux sociaux, bref, comment tu peux nous développer tout ça là? Nous, Anja, en fait, ça s'est fait assez naturellement. C'était ma marque, donc en fait, j'ai beaucoup communiqué moi en tant que créatrice. Quand on est tout jeune, tout petit, ça fait partie du quotidien, ça fait partie du contenu. C'est facile de dire, aujourd'hui on a fait ça, Lucie a fait ci. Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, soit t'es une grosse marque et du coup, c'est très image. C'est très produit, très image. Soit t'es une plus jeune marque et du coup, le côté... on voit ce qui se passe, l'entrepreneuriat, la personnification de la marque et tout, c'est hyper important en fait. Et on a construit notre communauté, vraiment, elle s'est vraiment construite pendant le Covid. Pour nous, le Covid, ça a été un moment assez fou, parce qu'au début, panique à bord, on se dit comment on va faire. Et notre usine continuait à produire, on avait reçu toute notre prod avant le Covid. Et notre logisticien continue à distribuer. Et en fait, comme on avait les directives de l'État, si vous pouvez continuer à bosser. Et du coup, on a mis personne en chômage partiel. Et on bossait de là où on était confinés. Et en fait, on a pris le parti pris d'être hyper positive et d'essayer de faire marrer toute la journée, en fait, à la Anja, quoi, d'être solaire, d'être sympa, de faire des lives. On a été... limite les premières à faire des lives, des vidéos il faudrait le porter comme ça, je vous explique comment on le porte, et si vous avez telle poitrine, il faudrait porter ça. Et on était très dans l'interaction en vidéo. Donc c'était en 2020, donc c'était quand même bien avant toute cette tendance des lives, des réels et tout. Et en plus de ça, on a fait un concours. On a dit, vous qui vous embêtez, fondamentalement, il y a plein de gens qui s'embêtaient. Il faisait très beau quand même. Il faisait, mais c'était notre chance. De nouveau, c'était notre chance de dingue. Il a fait un temps de rêve dès le 1er mars, quoi. Donc du coup, on leur a demandé, notre modèle, le vertigineux, vous l'imprimez sur un A4, et puis vous dessinez, et puis on va faire un concours, et ce sera le prochain imprimé d'Anja. Et en fait, ça a fait un tel buzz. On a reçu plus de 1500 dessins. Quand on a fait des votes, on en a reçu 8000. Enfin, c'était vraiment... ça a fait effet boule de neige. Et du coup, on a fait un imprimé pour la saison d'après qui a été dessiné par une personne en confinement. Et donc, je pense qu'on a créé une sorte de proximité avec nos clientes à ce moment-là. Et puis la qualité des maillots fait qu'on a un taux de retour de clientes qui reviennent chaque année de plus de 55%, donc c'est énorme. Un taux de repeat business, parce que le taux de retour c'est peut-être autre chose. Oui. On a un taux de repeat qui est très bon, et d'ailleurs un taux de retour qui est très faible pour du maillot de bain, donc on joue énormément avec cette communauté. Nous, on a un groupe WhatsApp où je leur demande tout le temps, vous préférez le violet, le rouge? Si je devais faire, est-ce que vous porteriez cette couleur, mais même un an à l'avance? Et puis tout le monde me dit, mais si, il y a la concurrence qui est abonnée à ton compte WhatsApp, c'est pas grave, mais au moins, je profite de toute cette communauté qui est incroyable, de femmes dingues. Je leur pose 4 questions, elles me disent je porte pas, et du coup je sais si ça va marcher ou non un an à l'avance. Donc en fait elles co-créent avec moi dès qu'elles peuvent
Et c'est finalement en leur donnant la parole que tu l'animes, cette communauté. Oui, complètement. Mais aussi en les faisant rêver. Tu parlais d'être solaire, ça passe par les visuels. Comment aujourd'hui tu les travailles, ces visuels ? Alors c'est trop marrant parce que notre ADN de marque, c'est solaire, naturel, donc pas de flash, pas de... Tu vois, c'est vraiment pris au vif avec la lumière avec la lumière du jour, le soleil, naturellement. Sauf que là, on est parti en shoot en Grèce. Il devait faire trop beau, on n'a pas vu un rayon de soleil. Mais on arrive quand même à en faire des visuels solaires par la dynamique de la femme. Mais voilà, on essaie de faire des visuels qui sont désirables, qui sont réalistes et qui sont solaires quand on peut, mais ça passe par autre chose que juste le soleil, quoi. Ces visuels, tu les utilises pour ton catalogue produit, ce sont les mêmes que tu vas utiliser sur les réseaux sociaux pour raconter ton histoire. Ouais. Et ils sont pris aussi avec cette dimension de se dire il faut que ça raconte l'histoire aussi sur les réseaux sociaux. Les histoires, en fait, j'essaie de faire des visuels qui sont dans le détail du maillot. En fait, au début, pendant 3-4 ans, j'ai essayé de vraiment créer des histoires. C'est 4 nanas qui partent, elles vont à la plage, un peu à la Triangle. Je sais pas si tu vois ce que c'est cette marque. C'est une marque australienne avec toujours 5-6 nanas sublimes, tout en bronzé, qui sont en train de manger des pommes, des trucs, qui sont dans l'action, dans le marché, dans le truc. Et en fait, c'est très complexe quand on a peu de moyens d'essayer de créer des dynamiques. Et là, je me suis refocus sur, nous, on est une marque de maillot. Je vous montre le maillot porté sur ces femmes. Je fais des close-up, texture, matière, couleur. Et en fait, ça marche super bien. Et après, tout le reste, ça va être des vidéos hyper spontanées. Et c'est en ça qu'on apporte aussi notre côté hyper transparente. Tu racontes l'histoire de l'intérieur, des prises de vue dans les bureaux, ou dans les magasins. On en faisait beaucoup avant aussi, pareil, sur Instagram. Et en fait, aujourd'hui, on essaie de distinguer. Aujourd'hui, Instagram, c'est devenu vraiment très image et tout ce qui est les travers de la marque, les blagues et tout, on les met en story. Mais dans le feed, on essaye de rester un peu sérieuse parce que le problème, c'est que quand c'est trop fun... ça fait un peu flipper, ça fait pas pro. Ouais. Donc on essaie de retrouver un équilibre. Par contre sur TikTok, on a l'ADN parfait TikTok. Et du coup là, c'est des blagues dans le bureau, c'est toutes les trends de bureau, on les fait et on s'en fiche. Et c'est ça qui marche en fait. C'est les copines sur TikTok et l'image sur Insta. Et justement, tu parles de TikTok, il y a TikTok Shop. Ouais, on l'a mis en place. Alors après, nous, on a un problème de connexion avec notre Shopify en termes de stock. Ça remonte pas. On est avec les équipes. On est dessus depuis 2 semaines. Mais on a lancé TikTok Shop. Je pense que c'est plus adapté à la cosmétique. C'est plus facile de vendre du cosmétique sur TikTok Shop que du maillot de bain. Mais on y est. Et on a juste 2-3 petits problèmes de connexion de stock. Voilà, parce que ça fait le lien entre les réseaux sociaux et finalement les ventes online. Et sur les autres plateformes, est-ce que les marketplaces, tu vas aller taper à la porte on est sur les lits sur la toile, on est chez Smallable, on est hyper contente. C'est des super belles vitrines. On essaye d'aller avec SS26 qu'on va présenter là en mai. On va essayer d'aller voir pour des plateformes à l'étranger. Mais en France, en vrai, on a notre site. J'ai pas envie qu'il y ait trop de concurrence en ligne parce que c'est quand même une partie de notre chiffre d'affaires et qu'on n'a pas les mêmes budgets ads que ces grosses plateformes. Donc je suis ravie d'être sur le lit Smallable et après on va essayer d'aller chercher l'international. L'acquisition, tu fais majoritairement de l'organique, du paid, les deux? Quasiment que de l'organique. Organique, on fait beaucoup de concours opt-in CRM avec d'autres marques où on fait gagner un lot et du coup on récupère les mails parce qu'on est forte en CRM, on est forte en organique. Donc moi je cherche de la notoriété. Je suis pas trop une marque de paid. En fait, le problème du maillot de bain, c'est que c'est du coup de cœur, mais en même temps, c'est coup de cœur, mais il faut être rassuré. On hésite. Est-ce que c'est la bonne coupe? Est-ce que c'est la bonne couleur? Attends, j'y vais, j'y retourne. Attends, mais de toute façon, je pars pas avant 2 semaines. Je reviendrai pour voir si dans 2 semaines, il n'y a pas quelque chose. C'est pas comme un complément alimentaire. On se dit, tiens, je vais essayer et boum, on achète. C'est un autre... C'est un achat qui est plus réfléchi. C'est pas un achat d'impulsion. Hyper réfléchi. Et quand on connaît pas la marque, ça met du temps à se mettre dedans. Alors que la cliente en repeat,
Elle a déjà 4 modèles, elle a le coup de cœur sur le prochain, elle sait sa taille, elle sait que c'est bien coupé, boum, elle rachète. L'animation de ta communauté, elle passe par de la newsletter, je comprends, j'imagine, Oui. avec le CRM. Vous faites des ventes privées aussi ? Pas trop, on fait une ou deux périodes de solde si vraiment besoin d'écouler les stocks qui sont très marqués d'une année. Typiquement les imprimés, il y a des imprimés qui marchent pas, donc on essaie de les écouler pour l'année d'après parce que tous nos autres modèles sont assez intemporels, donc ils peuvent vivre sur le site. On fait donc ces social selling, on a WhatsApp Business, TikTok Shop et Insta bien sûr. Et Insta. Et Insta, c'est quoi pour le mot de la fin ? C'est quoi la tendance 2025 pour l'été 2025 ? Pour l'été 2025 en termes de je sais pas, de style de maillot parce que c'est maintenant que finalement tes clientes vont commencer à acheter déjà. Ouais, elle commence déjà. Nous le kaki et marron marche très bien. Ok, voilà. C'est ça pour 2025. Alexandra, merci beaucoup. Merci, on arrive à notre heure d'enregistrement. Merci pour la sincérité de tes propos, le sourire que tu as affiché. Ça se voit sûrement derrière le micro, ça s'entend. Et puis pour toutes les insides et avoir raconté cette histoire, si on veut rentrer en contact avec toi, c'est quoi ? LinkedIn, c'est le bon moyen de... Oui, en vrai, LinkedIn ou Instagram, c'est moi qui suis derrière l'Insta. J'aime bien regarder les commentaires, les questions. Ça me permet de rester dans le réel. Bon, merci Alexandra, merci à vous tous qui écoutez, merci au One-to-One Retail e-commerce de Monaco pour le support apporté à cet épisode. Merci aussi pour tous les messages que je reçois, ils sont de plus en plus nombreux, d'encouragement pour avancer là-dessus. Alexandra, je te dis à très bientôt. À bientôt, merci. Bon été.